Et Guy, je ne sais pas trop le présenter. Je peux dire deux choses. C'est qu'il est particulièrement amène de parler de ça parce que c'est un mathématicien, si ma mémoire est bonne, et que s'il vient animer cette conférence, c'est parce que c'est un ami. Guy, je te passe le micro. Eh bien, merci. Bon, donc attention, nous sommes filmés. Alors, c'est une conférence donc sur les enjeux du data management dans notre secteur. Alors, nous avons quelques personnes de qualité exceptionnelle pour en parler. Bon, je vais les citer de droite à gauche. Alors, d'abord, Jean-Joseph Henry, qui est de la société Askeladen. Pardon, excusez-moi, de gauche à droite, excusez-moi. Askeladen. Alors, il faut savoir que Askeladen, en scandinave, c'est un troll. Hein, donc, c'est un peu l'image du dynamisme, de la réussite joyeuse. La spécialité de Jean-Joseph Henry, c'est le conseil aux dirigeants. Donc, lui, il n'est pas technicien, mais il vient parler avec les dirigeants à propos de leur utilisation, de leur maîtrise de la technique, et on verra qu'il a plein de choses à dire. Alors ensuite, Guillaume Fiastre, qui est donc le président de Taliance. Taliance, qui est une société, on peut dire, dominante dans une partie du monde institutionnel au niveau des asset managers. Et lui aussi nous dira un peu son image des allocataires d'actifs et de leur système de données. Christian de Kerangal, donc, qui lui a une grande expérience dans ce monde immobilier institutionnel, puisqu'il a dirigé IPD France pendant des années avant de devenir ce qui est aujourd'hui donc directeur général adjoint de Crédit Foncier Immobilier. Et par ailleurs, il est président de l'ORIE, donc cet organisme mi-public, enfin qui rassemble, qui réunit à la fois le privé et le public justement pour des dialogues intéressants sur les grands enjeux immobiliers. Et surtout, il est président de Fidji, qui est l'association, on pourrait dire, de coordination des producteurs ou techniciens des systèmes d'information. Voilà. Et enfin, Xavier Piquant, qui est donc chez Lefebvre, Pelletier et Associés. Alors, je crois que je n'ai pas besoin de présenter le cabinet Lefebvre Pelletier. Les deux spécialités de Xavier Piquant, c'est à la fois la technologie de l'information et le droit de propriété. Et on verra qu'il y a différents problèmes ou différents enjeux ou différentes choses un peu sportives dans ce domaine. Alors, je vais commencer par proposer à Guillaume Fiastre, en 5-7 minutes, de nous dire un peu comment il voit justement le monde du data management de là où il est. Guillaume. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je le vois en me disant qu'on traverse une époque absolument formidable. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Globalement, on peut dire que l'immobilier reste le premier des piliers de ce qu'on appelle les actifs alternatifs. C'est à peu près un tiers des actifs alternatifs investis dans le monde le sont dans l'immobilier. Le second, c'est le private equity. Et ensuite, il y a une succession d'investissements de type infrastructure, agriculture, énergie renouvelable, etc., qui sont en train de prendre de la puissance. Et que, de façon assez intéressante, aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ils font partie de l'immobilier ou pas. Les choses bougent. Ce qui est intéressant, c'est que ces actifs dits alternatifs sont passés d'environ 2 500 milliards de dollars d'investissement dans le monde à près de 8 000 milliards de dollars cette année, c'est-à-dire entre x3 et x4 selon les études, en à peine plus de 10 ans. Les actifs réels, eux, n'ont pas été multipliés par 3 ou 4 à travers le monde. Ce qui signifie qu'on se retrouve aujourd'hui dans un contexte à la fois de concurrence et de surveillance incroyablement accrue. Voilà, une pression de plus en plus forte pour trouver, sourcer, acquérir ces actifs, et une pression de plus en plus forte pour répondre à des exigences, que ce soit des clients, du régulateur. On voit tout le corpus réglementaire de l'AIFM en Europe, la même chose sur le territoire américain avec Dodd-Frank. Parce que globalement, ces actifs alternatifs, qui représentaient 3, 4, 5% peut-être des actifs sous gestion, des grands allocataires et des grands investisseurs institutionnels, représentent aujourd'hui, selon les zones géographiques, entre 15 et 25% des investissements. C'est-à-dire que la masse est devenue telle qu'il y a des enjeux réels qui se posent aujourd'hui. Alors, si je dois faire un parallèle aujourd'hui, je dirais que l'immobilier, c'est un peu le grand adolescent. Voilà. On arrive à la fin de cette période d'adolescence, on a traversé notre crise en 2007-2008. Il y a eu des gros mots qui ont été prononcés, subprime, des choses comme ça. Les parents sont fâchés.
Il y a eu un certain nombre de punitions qui ont été données. Aujourd'hui, les règles sont réécrites. On se retrouve avec l'AIFM, le risque systémique qui doit être surveillé, géré par les institutions. Et on est dans cette phase où on agrandit les organisations, les vôtres, l'ensemble des institutionnels, des asset managers, ce qu'on appelle soit les asset owners, soit les asset managers, ont considérablement grandi en taille. Mais beaucoup de questions se posent sur les modèles économiques, la façon de réduire les coûts de plateforme, de répondre à ces exigences de surveillance de plus en plus fortes. Quand on grandit comme un adolescent, ce qu'on apprend à faire, c'est être responsable, à prendre des décisions, à se justifier, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde-là. C'est-à-dire si on regarde au niveau des fund managers, des sociétés foncières, etc., tous les acteurs de l'immobilier classique, il y a des processus de décision qui sont vitaux sur les processus d'acquisition, de cession d'actifs, les processus d'investissement, de réinvestissement dans les actifs, le risque, la compliance, le reporting client, les modèles de rémunération, etc. Et ce que moi je trouve assez fascinant, et je reviens donc à cette époque formidable, c'est que ces 8 000 milliards de dollars gérés dans le monde aujourd'hui, sur l'ensemble de ces processus dits critiques, sont gérés sur Excel. Donc le data management, on peut dire qu'on n'est pas loin d'être de ground zero, et il faut bâtir. Il y a tout à faire, et ça nous appartient de le faire. Donc si je reviens sur mon image des adolescents, globalement, Guy, je pense que les adolescents ont grandi, mais aujourd'hui leurs vêtements sont bien trop courts. Bon, eh bien, ce sera le mot d'introduction. Je vais proposer donc à Jean-Joseph Henry de nous dire un petit peu comment lui, par rapport à tout cela, il approche les dirigeants et quel type de conseils il leur donne. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'interviens dans deux domaines essentiellement, qui est les sociétés d'asset management et les directions immobilières de grands groupes, qui ont des problématiques un petit peu différentes. Ce qu'on voit, c'est que l'immobilier, ça reste de l'immobilier. C'est des murs, etc. Même si maintenant, ça devient intelligent, puisqu'il y a des smart buildings. Mais ça reste un domaine d'activité qui est très terre-à-terre, qui était très terre-à-terre. Comparé à d'autres industries, comme l'industrie lourde, l'automobile, les télécoms, etc., le degré d'informatisation dans l'immobilier était relativement faible. Et bien sûr, je rejoins Guillaume en disant que lui-même, des sociétés comme lui et des cabinets de conseil comme nous, on essaye de prêcher la bonne parole à ces dirigeants pour leur dire il faut automatiser, il faut investir dans les systèmes d'information, parce que c'est là aussi où vous pourrez créer de la valeur. Alors, ils s'en rendent bien compte, parce qu'il n'y a pas que Excel, il y a aussi quelques systèmes comptables, ou alors il y a plusieurs Excel, où il y a des morceaux qui sont faits à droite à gauche, pas forcément homogènes, et ils voient bien qu'en termes d'efficacité dans leur organisation, ça tient plus. Ça tient plus parce que les gens sont débordés de travail en termes de volumétrie, ou parce que la réglementation leur demande de plus en plus d'informations, de faire du reporting à différents organismes, et sans parler des clients qui leur demandent de plus en plus d'informations. Donc ils sentent bien qu'il y a quelque chose à faire pour essayer de rendre fluides les processus et les automatiser et rendre fluide toute l'information de la chaîne d'information qu'il y a dans l'entreprise. Ça peut aller de la promotion, la commercialisation, l'administration de biens, l'asset management et le fonds de management. Donc tout ça, il y a une chaîne immobilière d'information. Aujourd'hui, c'est très segmenté, c'est très individualisé, chacun fait un petit peu dans son coin. Alors il y a des outils qui essayent de fédérer tout ça. Il y a des normes, Christian en parlera, qui permettent d'homogénéiser un certain nombre d'échanges. Mais il reste que le point principal, c'est un problème de culture. Et je dirais, c'est pas un problème technique. Quand on intervient dans les entreprises, c'est vraiment pour faire évoluer les cultures des employés, les cultures du management, leur expliquer comment, pourquoi, en quoi c'est utile, et
ils ne vont pas perdre d'autonomie à ne plus utiliser Excel, mais utiliser des outils plus performants, etc. à passer. Donc l'aspect culturel est encore très important dans le monde immobilier, et il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Les expériences que j'ai pu avoir dans les grands asset managers de filiales de banques ou d'assureurs, c'est qu'entre le démarrage, même avec les supports du top management, et les premiers effets de mise en place de ce qu'on appelle de data warehouse, de grandes bases de données d'information, soit structurées, soit faites en maison, ça peut, dans la réalité, il peut se passer 4 ans, facilement, 3-4 ans. Avant que ça arrive vraiment à produire quelque chose de significatif. Bon, après, ils sont très contents, parce que quand il y a des nouvelles réglementations, ils ont juste à aller chercher l'information là où il faut. Donc voilà, problème de culture, un long chemin de persuasion de l'ensemble des acteurs, et c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr. D'accord, on reviendra sur ce problème de culture. Xavier Piquant, le point de vue du juriste sur justement les relations, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, est-ce qu'on vous demande souvent d'intervenir en pompier dans des relations entre entreprises sur ces sujets-là? Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors en pompier, heureusement pas toujours, mais... Alors j'aime bien prendre une image quand même sur ces sujets qui est relativement révélatrice de ce qu'est aujourd'hui, parce que moi je parle directement de la matière qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la donnée, la data. Et je prends toujours une image, il faut que vous sachiez que chaque jour qui passe, on génère autant de data que pendant toute l'année 2003. Et ça c'est dû simplement à l'explosion des réseaux sociaux, l'explosion des emails, l'explosion des données, l'open data, vous connaissez tous ce projet magnifique d'ouverture. Et donc évidemment, le rôle du juriste dans tout ça, c'est qu'on a un métier éminemment segmenté, c'est-à-dire qu'on aime bien mettre tout ça dans des cases. Et aujourd'hui, on se rend compte que la législation parfois, mais on a eu la même chose au début de l'Internet, on l'a aujourd'hui pour les datas, la législation n'est pas totalement ajustée, en tout cas à 100%, pour gérer l'immense atout, parce que c'est quand même un atout, l'immense richesse que constituent ces données. Donc aujourd'hui, notre travail, nous, en tant qu'avocats, quand on est saisi à la fois par des entreprises dans le secteur de l'immobilier, évidemment, dans le secteur qui sont confrontés à ces afflux de données, et en fait, finalement, ils ne savent pas trop quoi en faire, ou comment les gérer, comment les exploiter. Tout le monde est persuadé, tout le monde sait que c'est un énorme atout, c'est une valeur, c'est-à-dire c'est de la propriété intellectuelle, donc on crée de la valeur, on crée des actifs incorporels, mais il faut savoir la classer, la protéger pour soi, pour ses salariés, la protéger pour les gens avec qui on fait du business, évidemment, puisque quand on a des relations contractuelles, donc il faut protéger ses actifs. Donc nous, notre métier, c'est essayer de le classer, de le protéger, de le valoriser. Et tout en essayant de se dire aussi qu'il y a 2-3 réflexes juridiques qu'on peut avoir, il y a 2-3 législations faciles à connaître, qui sont, alors, je dirais, il y a 3 piliers aujourd'hui. Il y a le droit sur les données personnelles, donc on va dire il y a le garde-fou, la CNIL, qu'il faut toujours avoir en tête. Il y a le droit de la propriété intellectuelle classique, on va dire le droit d'auteur et le droit sur les bases de données. Et puis évidemment, il y a le droit des contrats. Et quand on a ces trois sujets-là en tête, on est capable de gérer avec les dirigeants, avec les entreprises, avec les équipes juridiques, toutes les problématiques liées aux données, qu'elles soient personnelles d'ailleurs, ou qu'elles ne soient pas personnelles, qu'elles soient de données d'entreprise. Évidemment, c'est toujours mieux de l'anticiper, et on pourra en parler certainement un petit peu après, pour éviter un maximum effectivement le mode pompier, parce que, et ça on ne peut pas non plus vous le cacher, notamment sur le respect de la collecte des données. Aujourd'hui, on est passé d'un régime on va dire ça fait 25 ans que la loi informatique existe, donc ça a été créé en 1978. Aujourd'hui, la CNIL considère que les entreprises sont suffisamment sophistiquées et éduquées pour pouvoir anticiper les risques. Donc en fait, elles ont... Et puis, tout simplement aussi parce que la CNIL n'a plus les moyens de gérer l'éducation. Donc on est exactement comme pour l'immobilier avec l'adolescent. Aujourd'hui, on a 25 ans. Et à 25 ans, on est relativement responsable, et en tout cas, les entreprises doivent l'être, pour gérer, classer, rationaliser leurs données. Et aujourd'hui, vous le voyez tous les jours, la CNIL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle, et parfois elle sanctionne. Bon. On reviendra sur les questions de contrat et différents droits qui s'appliquent. Alors, Christian, après avoir écouté ces 3 premières interventions, ton sentiment?
Alors, il y a un dernier élément, enfin pour moi, mon sentiment, c'est que l'industrie immobilière aujourd'hui, elle est profondément sous-équipée. Elle n'est pas du tout au niveau d'équipement que requièrent à la fois les milliards qu'elle gère, les milliards qu'elle brasse et je dirais l'importance qu'elle est en train de revendiquer et qu'elle est en train de prendre dans le monde de la gestion d'actifs. La financiarisation nous a amené des choses positives, mais nous a amené notamment à avoir effectivement de la régulation de plus en plus forte, et je pense qu'elle va continuer à être de plus en plus forte, mais qui nous demande de fournir des données de plus en plus rapidement, de plus en plus complexes. Et puis les exigences des clients, c'est du reporting de plus en plus détaillé et de plus en plus fréquent. Ça pose deux questions fondamentales. C'est effectivement la question des données, de la gestion des données et de la manière dont les données sont gérées. Guillaume dit parfois la gouvernance des données, c'est exactement cela. Donc ça, c'est à la fois des gains en rapidité, mais aussi des gains en qualité surtout, des gains en fiabilité, et de plus en plus en productivité. Et puis de plus en plus, ça devient des éléments de différenciation pour créer de la valeur différenciante vis-à-vis de ses concurrents. Mais, on l'a dit, effectivement, il y a un travail d'évangélisation pour que les cultures changent. Et une des choses qui, moi, m'a toujours interrogé, c'est le temps qui est perdu dans tous les circuits d'échange de données. D'où la mobilisation que notamment Guillaume et moi avons eue depuis 5 ans maintenant pour développer ce format d'interéchange qui s'appelle FIDGI, donc format d'interéchange de données juridiques et immobilières. L'idée, c'est quoi? On a fait une étude en 2011 et auprès d'une 50aine de sociétés, on s'est rendu compte que les experts, les asset managers, passent à peu près 45% de leur temps à ressaisir des données et à vérifier la fiabilité de cette donnée. Je pense que certains se reconnaîtront dans la salle. Et ce temps-là, c'est du temps qui n'apporte aucune valeur ajoutée par rapport à la valeur ajoutée qu'on attend d'un asset manager ou d'un expert, qui est de prendre du recul par rapport à l'actif et de faire son boulot. 45%, si on le valorise en temps de travail, en masse salariale, ça fait, donc uniquement de la masse salariale, ça fait à peu près 300 millions d'euros de masse salariale qui sont perdus tous les ans dans l'industrie immobilière. Et donc c'est pour ça que on pousse beaucoup à l'adoption d'une standardisation qui soit la plus large possible des données immobilières pour qu'on puisse communiquer le plus simplement possible, je dis bien possible, entre systèmes hétérogènes. Puisque pour l'instant, il y a beaucoup de systèmes hétérogènes chez chacun des acteurs. Il faut que ces systèmes puissent communiquer de manière relativement simple. Et c'est vrai en France, mais ça doit être vrai à l'international, parce que de plus en plus d'acteurs sont des acteurs globaux, et il faut aussi que ça fonctionne à l'international. Donc il y a du boulot. Intéressant. Jean-Joseph Henry, quand vous êtes avec l'un de vos dirigeants, comment vous traitez ce problème justement des systèmes d'information spécifiques d'une maison à l'autre? D'une maison à l'autre. En fait, il y a beaucoup de logiciels maison, si vous voulez. Oui. C'est très lié à la structure de l'entreprise. On peut avoir des asset managers de petite taille, d'autres de taille internationale. Certains sont organisés de façon pan-européenne, c'est-à-dire ils ont une vision tout de suite européenne de la chose. D'autres sont organisés de façon plus nationale. Donc l'approche peut être un peu différente dans les cas. Mais les bases, c'est, je dirais, 3 choses qu'on leur dit dès le départ. La première chose, il faut bien sûr que tout le monde parle le même langage. Donc la notion de référentiel de données. Qu'on utilise un référentiel de données intégré à un outil, ou qu'on crée son propre référentiel de données dans l'entreprise. Le premier point, c'est que les gens, qu'ils soient asset managers, administrateurs de biens, donc les externes, les internes, les fonds de managers, aient les mêmes définitions, se mettent d'accord sur les mêmes référentiels de données.
Et ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'on s'aperçoit que Excel, chacun a tendance à recréer son monde dans son coin, et donc il y a des petites variations, même sur des notions basiques d'adresse, de bail, de différents éléments qui constituent l'information de l'asset manager. La deuxième chose, c'est l'acquisition de données, et ça, donc, c'est l'échange de données avec Christian vient de parler. Elle peut se faire en interne, entre différents services. Je prends toujours l'exemple de gens qui sont intégrés, qui font à la fois de la promotion immobilière, de la gestion locative et de l'asset management. Souvent, le premier qui connaît un bien, c'est celui qui a fait la promotion immobilière. Il va connaître l'adresse, il va connaître le numéro de lot, le numéro sur le plan. Et pour donner cet exemple, souvent quand on voit ça passe d'un service à l'autre, ils recréent chacun leur codification avec leur numérotation, etc. Il faut à un moment que l'information, le premier qui crée l'information, cette information soit propagée aux autres. Donc une notion d'homogénéité, y compris à l'intérieur des entreprises. Et la troisième chose, c'est en termes d'organisation. On parle de gestion de data management. Ce n'est pas qu'un problème de système d'information. C'est aussi, ils sont toujours étonnés quand on leur dit « Ah oui, mais à la fin, on a mis en place le système, on a mis Taliance en place ou un autre outil. » Et on leur dit « Oui, mais il faudrait quelqu'un qui s'en occupe du référentiel de données. Il faudrait un demi-ETP ou un quart ETP, etc. » Et là, on pensait que ça allait marcher tout seul. Ben non, ça ne marche pas tout seul. Il y a de l'organisation et il faut prévoir des gens qui font le data management, qui s'assurent que ça ne dérive pas et que ça soit bien alimenté. Et également, la deuxième chose, c'est ça impacte les processus dans l'entreprise. La façon dont les gens travaillaient auparavant en termes, quand ils avaient des outils, chacun dans leur coin, et on change le système d'information, va certainement changer leur façon de travailler. Et il m'est arrivé un certain nombre de projets, bien qu'on l'ait dit tout au long de la gestion du projet, arrivé, ok, le système informatique est prêt, tout... Ah oui, mais les gens vont travailler différemment demain. Ah oui, mais on ne les a pas prévenus. On les forme à l'outil, mais on les prévient pas qu'ils vont devoir s'adapter à un nouveau mode de travail. Et ça, il faut le prévoir très en amont. En général, dans les entreprises, les dirigeants, les chefs de projet ne pensent pas à ce lien entre système d'information et processus de travail des équipes. D'accord. Voilà les trois thèmes. Oui, non, c'est bien de préciser cela. Moi, j'ai une question que j'aimerais poser à Guillaume tout à l'heure. Il a mentionné que l'immobilier était un actif alternatif. Alors, je sais qu'à l'UEF, on a fait pas mal de travaux, soit très très scientifiques, soit de poésie là, sur le fait que l'immobilier soit un actif alternatif. Et c'est vrai que la finance a tendance à regarder les choses dans le miroir. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est pas l'actif principal, puisque ce sont les actions d'obligation. Et puis, dès qu'on commence à approcher des immeubles, on prend bien la précaution de parler d'immobilier physique, pour bien dire que c'est ce que nous, on appelle l'immobilier. Bon. Comment se fait-il que ce soit si difficile d'avoir justement des systèmes d'information beaucoup plus élaborés qu'Excel pour gérer tout cela, alors que ces départements immobiliers ou ces fonds immobiliers ou ces structures immobilières se trouvent d'abord plongés dans une culture très 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 financière et souvent dans des organigrammes financiers qui eux ont des informatiques extrêmement élaborées. À la limite, on ouvre un iPhone maintenant et puis on peut avoir les cours de bourse tout de suite. Ça, c'est du traitement de données. Effectivement, alors déjà pour déculpabiliser un peu, quand on parle des actifs dits alternatifs, effectivement, si on regardait le monde du private equity, la situation est à peu près similaire. Si on regarde les investissements dans les hedge funds, la situation est à peu près similaire. Les infrastructures, c'est pareil, etc. C'est-à-dire que tous ces actifs dits alternatifs fonctionnent dans des modes de silos
où chacun aujourd'hui travaille dans des univers très manuels, avec des experts qui ont tout dans le crâne, mais rien sur le papier, etc. Le sujet de fond, le point commun entre tous ces éléments, et ce qui définit au départ l'actif alternatif, c'est la notion de valorisation. Comment on valorise ce type d'actifs? Ce ne sont pas des biens qui sont échangés sur un marché régulé avec une valeur dont on peut connaître instantanément les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire la valorisation de chacun de ces actifs-là est subjective par essence. Voilà. Il n'y a pas de marché fluide. Donc déterminer la valeur dans son portefeuille ou une valeur au moment d'une opération, d'une transaction, d'un actif, c'est subjectif. Et ça fait appel à des modèles, à des calculs, etc., qui sont différents d'un acteur à l'autre, et même au sein des mêmes entreprises, d'une personne à l'autre, on ne va pas avoir la même sensibilité sur la valeur d'un actif. En sous-jacent derrière ces actifs réels, il y a une foultitude d'informations qui sont assez complexes à capturer, et effectivement aujourd'hui pas du tout normalisées. Si on parle de la définition d'un bail en Allemagne ou de la définition d'un bail à Singapour, on ne va pas trouver les mêmes informations, on ne va pas trouver les mêmes facteurs clés, puisque la structure juridique de chacun de ces baux n'est pas la même, et donc la notion de valeur ne va pas être définie de la même façon. En Angleterre, on est très très centré sur la valeur de marché, puisque tous les baux sont réindexés automatiquement, réévalués avec des valeurs de marché. En France, on va être très centré sur les notions d'indexation, et la valeur des index, et durée de renouvellement, etc. Donc les composantes essentielles de la valorisation de ces actifs sont très différents, on va dire même d'un pays à l'autre, et parfois même d'une région à l'autre. Si vous allez en Allemagne, dans chacun des Länder, on va trouver des méthodes de valo qui ne sont pas les mêmes. Du coup, ces actifs sont laissés de côté parce qu'on laisse ça à des spécialistes. Voilà. Donc, j'ai été interrogé un jour par un allocataire d'actifs qui travaillait sur Solvency II, la capacité à effectuer des stress tests, voilà, qui devient une obligation assez forte qui pèse sur les banquiers et sur les institutionnels et les assureurs. Et globalement, le message était assez simple, c'est de dire sur l'ensemble des classes d'actifs que gère cet acteur de l'investissement, ils sont capables de faire des stress tests, sauf sur l'immobilier, qui pour eux est une boîte noire absolue. C'est-à-dire chez eux, la division immobilière qui gère les actifs immobiliers, il faut leur poser la question, leur demander de faire tourner les stress tests et puis attendre que ça revienne, quelques jours, semaines plus tard, alors qu'eux, ils ont besoin immédiat. On fait tourner un stress test dans la journée, à la demande. C'est trop compliqué, voilà, c'est trop tordu, la valo est pas la même. Alors, pour rebondir un peu sur ce que les uns et les autres ont dit, c'est vrai que nous, on passe un peu pour des évangiles à essayer de faire changer les cultures. Bon, peut-être que j'ai vieilli, mais j'y crois pas à ça. C'est-à-dire, je ne pense pas que les gens changent de culture parce que la prochaine est mieux ou parce que ça a l'air intéressant de le faire. On ne peut pas faire ça. On ne change pas de culture par souhait, et on ne change pas sa façon de travailler parce qu'on en a envie. Mais si je trouve l'époque formidable, c'est parce que je pense que le changement aujourd'hui, il est inéluctable. C'est-à-dire, il est là et il est maintenant. Il est maintenant parce que il y a une véritable concurrence qui est en train de s'installer sur les actifs eux-mêmes et sur les mandats. Et cette concurrence, elle implique quoi? Elle implique de savoir baisser ses coûts. Parce que quand on regarde la plupart des acteurs européens aujourd'hui facturent leurs services de gestion entre 40 et 60% plus cher que des acteurs anglo-saxons. Et deuxièmement, il y a un problème de vitesse. Voilà. L'autre exemple que j'ai envie de citer, j'étais chez le plus gros des acteurs de l'immobilier aux États-Unis il y a de ça 3 mois. J'étais en réunion chez eux, ils m'expliquaient que le matin à 8h30, ils avaient reçu par email un actif core qui était mis sur le marché. Voilà, c'était à eux de se prononcer. Et à 15h30, l'actif était parti. Ils n'ont même pas eu le temps d'analyser, de savoir dans quel portefeuille mettre l'actif, comment ils allaient le financer, etc. Et cette vitesse-là, aujourd'hui, on ne peut pas l'atteindre si on laisse l'ensemble des données dans la tête des gens. On ne pourra l'atteindre que quand la donnée sera structurée. Et si on regarde globalement, aujourd'hui, et c'est pas juste une lubie, mais l'ensemble des business qui ont été révolutionnés ces dernières années, c'est qu'au moment de leur globalisation, il y a eu un passage obligé par les plateformes technologiques. Amazon a totalement renversé le modèle économique de la distribution. Dell a totalement renversé le modèle de la fabrication des PC et de leur vente. On arrive à faire un PC, on le commande en ligne et 4 jours plus tard, il est livré chez soi alors qu'il a été fabriqué sur mesure. Les acteurs qui continuaient la vente traditionnelle de PC préformatés dans des stocks, etc., sont tous aujourd'hui disparus. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'activité qui ne va pas passer par une révolution de la façon dont les informations sont gérées entre les différents partenaires. Et je pense que c'est notre cas aujourd'hui. J'ai une autre question pour Christian, puis après on reviendra sur les questions juridiques.
Dans son livre un peu futuriste, Jérémy Rifkin parle un peu de la grande révolution à mi-chemin entre Internet et l'immobilier. En gros, il imagine un monde dans lequel on se redistribue l'électricité d'une maison à Paris à une maison en Chine, enfin d'un appartement à Paris à une maison en Chine. C'est-à-dire que la consommation énergétique pourrait être vraiment gérée en temps réel et donc les circuits d'énergie être organisés. Est-ce qu'on peut rêver de ça et de quelle façon dans nos métiers très concrets? Ou est-ce que c'est un rêve d'utopiste qui se réalisera évidemment dans 15 ans, mais pas avant? Vaste question, mais je pense qu'en tout cas, on est en train d'arriver. Dans la conférence, on a mis data management, on n'a pas parlé big data parce qu'on n'est pas sur des données big data comme c'est le cas dans la grande distribution ou des choses comme ça, ou chez Google, etc. Mais on est quand même en train de basculer de plus en plus, en tout cas aux États-Unis, mais c'est en train d'arriver chez nous et ça va arriver à grande vitesse, vers des immeubles qui vont être des immeubles de plus en plus connectés. Ces immeubles connectés vont générer des milliers, voire des millions de données qu'il va falloir gérer, savoir monitorer, synthétiser pour leur faire dire quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, quelque part, je ne sais pas si c'est une réponse à ta question, mais en tout cas, les immeubles vont devenir de plus en plus des immeubles intelligents. On en a parlé dans les années 80, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient d'intelligent à ce moment-là. Enfin, si, ils étaient un peu connectés, mais là... La porte électrique. Voilà, c'est ça, d'accord. Alors, c'est un peu d'intelligence. Là, on va arriver à de la gestion de données énorme, liée aussi à la transition énergétique. Et il va falloir aussi monitorer tout cela. D'où la nécessité d'avoir des systèmes qui permettent de gérer ça, mais qui permettent surtout de donner un sens à l'ensemble de ces données. Sinon, ça ne sert à rien. Et là, on n'en est pas du tout là. Et là, pour l'instant, on n'en est pas du tout là, mais je pense ça va accélérer très vite. Là où je rejoins, juste une dernière chose, là où je rejoins totalement Guillaume, c'est le fait que je pense qu'effectivement, la multiplication des échanges entre acteurs, qui est claire, enfin entre acteurs du marché, à travers l'externalisation, les property managers, l'asset manager, le fund manager, l'investisseur final, l'utilisateur, etc., la sophistication des données qu'on est amené, le régulateur, la sophistication des données qu'on va être amené à gérer va rendre inéluctable, à mon avis, à court ou moyen terme, une vraie révolution informatique, mais au sens plus qu'informatique, des systèmes d'information et des processus au sein des maisons d'asset management ou de fonds de management qu'on a aujourd'hui. D'accord. Alors, Xavier Piquant, une question qui pourrait être intéressante, ou qui peut ne pas l'être, hein, je n'en sais rien a priori, c'est vous qui allez nous le dire. On sait très bien que dans le monde des technologies, chez des Apple, Google et d'autres, l'un des postes extraordinairement importants de dépenses, ce sont les brevets et les avocats. Bon. Les brevets surtout. Quand vous voyez, ouais, les avocats aussi, hein, c'est des armées d'avocats. Enfin, je crois que les chiffres nous feraient frémir si on savait ce que Apple a dépensé à ce jour, en 2014, en termes d'honoraires d'avocats. Quand vous voyez les intervenants autour de la table dire, voilà, on est dans de l'inéluctable, on y va, etc., est-ce que vous vous dites, chic, ça va faire beaucoup de travail pour nous, quelle foire d'empoigne? Ou est-ce que vous avez une certaine vision d'un monde qui pourrait être quand même relativement pacifique et pas aussi guerrier que celui de ces grandes sociétés qui meurent d'un jour à l'autre, hein. On a vu BlackBerry, par exemple, faire une innovation, mourir 10 ans plus tard. Est-ce qu'on risque ce type d'évolution chez nous? Alors, déjà, peut-être une première remarque, et je rebondis après sur votre question, c'est que j'ai le même optimisme que les trois personnes qui sont à ma droite. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire l'exercice sur justement la donnée immobilière. Et je me suis dit, je ne suis pas tout seul à faire l'exercice, mais on le fait régulièrement au cabinet. Quand vous regardez les données immobilières aujourd'hui, vous avez les données qui sont les données de construction, l'historique des constructions. Vous avez les énergéticiens qui sont évidemment, et ils le sont de plus en plus, très friands de données, et ce sont aussi des contributeurs pour vérifier la consommation des gens, vérifier la consommation des immeubles d'entreprise.
eux, ça leur permet de quoi? De mettre en place des stratégies commerciales, de mettre en place des stratégies marketing, d'avoir des nouveaux produits. Vous avez vu aussi très récemment que la CNIL s'est positionnée sur les compteurs intelligents. C'est-à-dire que c'est pas totalement non plus. C'est-à-dire si la CNIL se positionne sur comment on fait pour gérer et pour donner des outils aux acteurs énergéticiens qui mettent en place des compteurs intelligents, c'est que probablement il y a des données qui ont une certaine forme de valeur. Il y a les données évidemment sur les projets immobiliers. Je pense que si on a aussi en tête tous les développements qui est autour du BIM, tout le monde a vu très récemment la construction de la fondation Louis Vuitton. La fondation Vuitton a été quasiment du début jusqu'à la fin une construction qui a été faite grâce aux technologies logicielles et le fait que le promoteur et tous les intervenants de la chaîne de production, on va dire, de cette œuvre ont travaillé en réseau. Et donc moi, je me souviens très bien, il y a à peu près 1 an et demi, on a eu une présentation au cabinet de l'étude de Franck Guéry qui nous a montré comment ils avaient réussi, avec du logiciel, parce que le sous-jacent c'est quand même du logiciel, à mutualiser une somme d'informations absolument colossale. Pourquoi ? Pour être à l'heure en 2014, pour pouvoir ouvrir cette année. C'était bien l'objectif. Donc, pour rebondir sur votre question, il est absolument évident, et vous l'avez tous dit d'ailleurs, que c'est un outil et qu'il faut essayer de le dominer. C'est un outil protéiforme. Je dis toujours cette remarque, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de régimes juridiques applicables. Mais c'est un outil absolument formidable. En tout cas, mais après, il y a 2-3 contraintes. Alors, les 2-3 contraintes, c'est quoi ? Quand on collecte des données, le principe de base, c'est la transparence et le fait que quand on acquiert une donnée, il faut que la personne ou l'entité à qui vous avez pris cette donnée, elle sache à peu près ce que vous allez en faire. Donc, c'est la transparence. Le deuxième point, et donc ça procède aussi de métiers dans l'entreprise qui vont forcément évoluer. Il est évident, pour rebondir aussi sur un point qu'a dit tout à l'heure, il est évident que le correspondant informatique et liberté, qui est un métier en devenir, on va certainement se décaler de plus en plus sur un métier plus global qui aura comme objectif pas seulement de contrôler que les déclarations CNIL sont faites, mais surtout de s'assurer que les données sont pérennes. Donc il faut collecter et dire aux gens comment on collecte les données. Il faut évidemment former les équipes en interne, toujours transparence. Il faut protéger la donnée. Et surtout, je dirais, et c'est là où peut-être on a quelques espoirs quand on est avocat, pour reprendre votre point sous l'angle de la boutade, c'est qu'évidemment, pour faire tout ça, il faut souvent des contrats. Il faut souvent des contrats pour organiser les relations entre les gens qui vont clairement développer des solutions logicielles, qui le font aujourd'hui. Salesforce est le plus grand acteur de CRM au monde. Le patron de Salesforce a dit il y a 3 jours dans le Wall Street Journal, l'objectif des 10 prochaines années pour Salesforce, c'est fini le CRM, c'est le Big Data. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc ça veut dire que évidemment, ils vont se positionner pour créer des outils capables de tirer les informations qui seront utiles à des communautés. Donc évidemment, il faut contractualiser et il faut avoir une approche, je dirais, habituelle dans les contrats. C'est-à-dire qu'il faut se dire, je vais donner des garanties, mais les garanties par rapport à d'habitude, c'est que ce n'est pas seulement des garanties que je donne à mon co-contractant, c'est aussi des garanties que je vais donner à mes salariés et à un environnement très proche qui sont mes partenaires. Quand on voit comment vous travaillez déjà tous en réseau, tous en échangeant des informations sur les données, ces garanties, à un moment donné, on va vous demander des garanties. Et ça, ce sera très important dans les contrats de prévoir ce type de garantie. Je finis vraiment sur un exemple que je trouve assez intéressant. Il y a eu hier, en fait, une conférence de presse qui a été faite par le plan bâtiment durable, qui a sorti un rapport sur ce qu'on appelle, alors vous m'excuserez du terme, parce que je crois que c'est pas approprié, sur la carte vitale de l'immeuble. En d'autres termes, c'est de créer dans les prochaines années une carte vitale comme on a tous, mais où chacun des contributeurs de l'immobilier pourront contribuer pour essayer. Alors après, la forme que ça va prendre juridiquement, est-ce que ça va être un GIE comme GIE carte bancaire qui va gérer, j'en sais rien. Mais c'est juste pour vous dire. Non, mais je vous arrête un peu parce que je comprends que le juriste se délecte avec appétit devant ce genre de choses, mais on est sur des tendances. Alors évidemment, il y a à la fois du bon et du mauvais, mais assez effrayantes. En gros, on va devoir, dans les 2-3 prochaines années, préparer 300 décrets pour l'ensemble des mesures dans lesquelles se situe celle-là. C'est-à-dire que ça participe autant d'une complexification
absolument ahurissante des relations immobilières et qui fait qu'on est en train de ralentir les délais de vente, etc. C'est ce qu'on appelle le choc de simplification. Et en même temps, c'est vrai que plus il y a ce type d'inquisition, plus au niveau des données, on aura de choses. Mais je ne suis pas sûr que cette carte vitale-là sera celle qui va porter vers l'avenir. Pardon, je vous ai interrompu, mais quand on regarde un petit peu les évolutions du marché immobilier en France notamment, et de la possibilité d'agir dans un certain délai, on est quand même sur une évolution un petit peu délicate, et je ne voudrais surtout pas confondre les progrès en connaissance des données avec les progrès en inquisition et ralentissement des possibilités de contracter. En fait, mais je comprends votre... Encore une fois, c'est pas du tout l'apologie, quelque chose de complexe, c'est juste pour dire que je comprends qu'il y a une absolue nécessité de partager, et en fait, il faut que le droit s'adapte à une volonté de partage pour pouvoir traiter des garanties, pour donner des garanties à tout le monde. Il ne faut surtout pas avoir un système qui permet justement le blocage des données, le ralentissement. Et aujourd'hui, je pense que le seul outil pour moi, vraiment, et c'est pas du tout, là pour le coup, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut, c'est plutôt quelque chose qui vient d'en bas, c'est la relation contractuelle paisible. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez, demain, chaque acteur qui est dans la salle va aller chercher une solution pour gérer sa base de données, ses informations, il va vouloir contracter avec quelqu'un qui va par exemple lui proposer de mettre les données qu'il aura acquis auprès de ses clients, auprès de ses salariés, auprès de ses partenaires, il va lui proposer une solution qui est dans le cloud. Je voudrais savoir qui, dans la salle, aujourd'hui se dit, quand je signe avec un partenaire qui me dit que je vais avoir des données qui vont être localisées aux États-Unis, il se pose la question de savoir si, après, quand il va la retraiter, il va la valoriser à un de ses clients, c'est possible, c'est juste, et c'est juridiquement sécurisé, c'est tout. C'est juste ça. Et évidemment, ça passe par le contrat. C'est très très important. Alors, une autre question que j'aimerais poser, mais répond qui veut. Et puis ensuite, je proposerai à la salle, vous poserez chacun les questions que vous souhaitez. La question que j'aimerais poser, c'est la suivante. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans nos économies de destruction d'emplois, de création d'emplois, etc. Le data management, globalement, c'est destructeur ou créateur d'emplois? Il est clair qu'en direct, on voit bien que ce sont des entreprises qui embauchent, et ça, tout acteur de l'immobilier d'entreprise pourra vous le dire. Bon, donc c'est simple, tous ces métiers de la donnée sont des métiers qui embauchent. Mais la productivité qui en sort, ça se passe comment? Est-ce qu'il s'agit simplement de survivre justement l'inéluctable dans la concurrence, donc de se maintenir? Ou est-ce qu'en même temps, ça crée à différents endroits, dans différents métiers, par rapport aux immeubles, etc., des coupes sombres en matière d'emploi? J'ai une opinion déjà, si je peux me permettre, Oui, parce que c'est un débat alors, assez terrain concret en l'occurrence, mais au sein même de l'association Fidji, c'est un débat qu'on a eu et où on n'est pas tout à fait de la même opinion. Tout le monde en tout cas ne partage pas complètement ça. Pour certains, de travailler sur une normalisation telle que Fidji, c'est une économie de coûts et donc une économie de poste. Puisque si au lieu d'avoir à tout ressaisir à la main et à refaire des trucs, etc., problème classique. Une fois la donnée saisie, elle est correcte jusqu'au bout, on a besoin de moins de petites mains pour retaper les trucs de partout. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. C'est-à-dire je pense que le travail qui est fait par Fidji et par d'autres organisations en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, qui sont à peu près similaires, ne consiste pas à réduire le temps qu'on passe au travail, mais à en changer la qualité. Et ce qui aujourd'hui est vrai, c'est que le temps passé à cette saisie est fait au détriment de l'accélération, la compétitivité, etc. Et on se rend compte que les gens qui ont fait le pas et qui ont travaillé dans le sens d'une amélioration de leur méthode n'ont pas vraiment économisé d'argent en termes de temps de travail ou de TP, etc. Et en revanche, ils ont considérablement accru la qualité de leurs données et la qualité de leurs services. Donc pour moi, l'enjeu n'est pas de réduire les coûts, l'enjeu est de devenir meilleur. Très bien, ça c'est une réponse claire à la question. Je suis totalement d'accord. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, la production d'un rapport d'activité pour une foncière ou d'un document d'information pour une SCPI, c'est une extraction Excel, beaucoup de retraitement, et ensuite on travaille. C'est quand même fou, le temps perdu. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, pour répondre à ta question,
il va y avoir un processus de destruction-création. Enfin, il y a des métiers à faible valeur ajoutée qui devraient disparaître. Par contre, le gain qu'on peut faire en qualité de données et en fiabilité, parce qu'il y a aussi des questions de risque derrière ça, en fiabilité est particulièrement important et permettra peut-être d'éviter un certain nombre de risques à l'avenir. Oui, vous voulez dire? Oui, non, mais je partage. Hein, c'est vraiment un décalage de postes. Hein. Ce que je vois dans les missions que j'ai pu mener, c'est que ça n'a pas réduit le nombre d'asset managers. Par exemple, on a informatisé une structure d'asset management. Simplement, on a plutôt créé des postes, enfin, pour ceux qui pouvaient embaucher, des postes côté informatique, des postes d'analyste, de data management, etc. Et les asset managers ont gagné du temps pour faire leur métier d'asset manager, de réfléchir en prévision à quels sont les travaux que je vais faire sur l'asset. Est-ce que je les fais, est-ce que je ne les fais pas parce qu'il y a une pression également, l'aveu est certain, mais on demande de plus en plus d'avoir du prévisionnel, d'anticiper. Et donc, que ce soit les fonds managers ou les asset managers, passent plus de temps de leur cerveau, finalement, à réfléchir sur leur portefeuille, comment il va évoluer, et à essayer d'anticiper l'avenir, et moins à faire les tâches bas de gamme de retraitement d'informations. Oui, donc c'est clair. La conséquence immédiate, ce ne sont pas les économies. Ça ne peut pas être l'objectif. En revanche, c'est l'amélioration de la performance. Alors, des questions? Sinon, je peux continuer, hein, mais vous en avez certainement. Oui, non? Alors, moi, je vais quand même en poser une encore, et puis si quelqu'un a envie d'ajouter. On a parlé tout à l'heure de mosaïque de systèmes. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on a très très bien connu dans l'informatique, et notamment dans l'informatique personnelle, il y a 20 ans. Bon. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, maintenant, il y a 20 ans, il fallait, pour brancher un communiqué d'un IBM, un Apple, c'était pas très simple. Aujourd'hui, c'est banal. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une standardisation de ce type rapidement ou pas? Parce que je peux vous dire que dans différents secteurs, hein, puisque nous travaillons beaucoup avec les SCPI, avec les foncières cotées, maintenant avec les EPCI, on voit bien qu'on n'a jamais tenté de se brancher directement sur le système, parce que telle banque a un système maison, tel autre est chez Allianz, tel autre ceci, tel autre cela, c'est compliqué. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait envisager un certain horizon pour justement la réalisation de ce dont vous parliez tout à l'heure? Juste en parallèle, hein, puisqu'on comparait les deux tout à l'heure, on parlait des actifs alternatifs, actifs financiers. Si on se repositionne au début des années 90, c'était les marchés financiers qui étaient dans leur adolescence. La même chose, hein, il y a eu des années de croissance exceptionnelle, incroyables. Je crois que l'ouverture du Matif à Paris, ça a fait multiplier par 1000 les échanges sur les titres en 3 ou 4 ans. Et à 87, un crash énorme, et puis la réglementation qui est arrivée au début des années 90, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui se reproduisent. À l'époque, le marché des devises, le marché des obligations, le marché des actions, on n'avait rien à voir les uns avec les autres. C'était pas les mêmes spécialités, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes outils de valorisation, c'était pas les mêmes fonds, etc. Et puis quand on regarde à l'intérieur de ça, c'est un enfer, hein, au niveau informatique, parce que pour pouvoir faire des échanges, le trader qui veut faire des échanges sur le Chicago Mercantile Exchange ou sur une place financière à Singapour, ce ne sont pas les mêmes systèmes, ce ne sont pas les mêmes intervenants. Cette diversité, aujourd'hui, elle existe toujours autant. C'est-à-dire qu'après, chacun de ces micro-marchés requiert une spécialisation très forte. Donc personnellement, je ne crois évidemment pas à la solution homogène, globale, que tout le monde utiliserait. En revanche, au niveau informatique, il faut mettre en place ce qui a été fait donc, dans les années 90, qu'on peut considérer comme des couches d'abstraction qui permettent de consolider. C'est-à-dire, au-dessus de tout ça, il faut pouvoir ramener l'information et pouvoir comparer, en anglais on dit apples to apples, pouvoir comparer des choux et des carottes. Des choux et des choux. Ouais, des choux et des choux. Et au milieu des années 90, sur les marchés financiers, il y a des systèmes Charles Rivers, etc., qui sont arrivés, qui permettent aujourd'hui d'avoir une vision consolidée, homogène, de toutes les classes d'actifs financiers. D'accord. Et ça, c'est pas ça sur les alternatifs.
Et ça, c'est pour quand? Est-ce que, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel horizon peut-on imaginer pour ce que les uns et les autres vous avez défini comme inéluctable, c'est-à-dire une certaine harmonisation des données. 3 ans, 10 ans? Après, là, si je prends ma casquette Taliance, nous, c'est notre sujet de prédilection, ce sur quoi on a décidé de mettre toute l'énergie qu'on pouvait. Voilà. C'est de réussir à fabriquer ces outils de consolidation multi-actifs, multi-classes, qui permettent de faire de l'allocation sur toutes les classes d'actifs dits alternatifs. Donc il y a des solutions technologiques aujourd'hui qui existent. Voilà. La nôtre en est une, probablement la première plateforme de consolidation des actifs alternatifs. Maintenant, il faut que ça rentre effectivement dans les mœurs, dans les façons de travailler. Il faut que les gens comprennent. Alors, quel horizon? Ça a déjà commencé. Oui. Ça a déjà commencé. Le fait que ça se popularise. Mettons une date sur le rêve. 10 ans. Pardon? 10 ans. 10 ans. Bon. Moi, je dirais 10 ans parce que on voit, le travail qu'on a commencé à mettre en place au niveau de Fidji, on voit que, contrairement à, qu'est-ce qu'on va dire, l'espérance un peu naïve que nous avions au début, on se disait en 2-3 ans, ce sera fait. Ça prend énormément de temps, lié notamment à ce que vous disiez sur l'évolution de la culture, des processus, qui prend énormément de temps. Et quand on parle Fidji, on parle France seulement. Or, aujourd'hui, avec les acteurs internationaux, il ne faut plus parler France, il faut parler Europe, et si ce n'est monde. Donc ça veut dire que des associations comme Oscar en Grande-Bretagne, GIF en Allemagne, Fidji en France, vont devoir aussi commencer à dire mais 1 mètre carré, déjà 1 mètre carré en France, si vous pouvez me définir une seule donnée, ce sera bien, mais 1 mètre carré au niveau européen, c'est quoi? Et puis au niveau mondial. Il y a le pied carré. Alors, voilà, il y a le pied carré et autre chose. Bon, je pense que c'est... Une question? Sinon, tant pis, je me venge. Je pose la question difficile. À qui? À la salle? Non, aux intervenants. Non, j'en ai une quand même, parce qu'il y a une sorte de monstre du Loch Ness, là, qu'on voit, qu'on ne voit pas, qu'on revoit, qu'on ne revoit pas, et qui pourrait changer beaucoup nos métiers. Ce serait si demain, la puissance publique mettait ces données à disposition des acteurs. Bon. Imaginons que, justement, bon, ça y est, il y ait enfin quelques textes de loi, il y en a déjà eu quelques-uns, mais que ça aille un peu plus dans le concret, qui disent, voilà, toutes les données publiques, bon, sauf peut-être les impôts, hein, mais les prix de vente des biens immobiliers, mais en fait, tout ce qu'on a comme richesse, qui est considérable d'ailleurs, hein, je vous signale qu'il y a quelques efforts au niveau international actuellement d'essayer de voir comment rassembler toutes ces données publiques. Et ça donne des sites internet parfois assez chahutés, enfin assez mouvementés, en tout cas intéressants. Pour nos professions immobilières, est-ce que ça changerait beaucoup, justement, et les pratiques et les problèmes posés à tous ceux qui s'occupent de data management, que ce soit au niveau technique ou au niveau juridique? Ouais, grand silence. Moi, je ne suis pas sûr que ça ferait avancer grand-chose. Je pense que ça ajouterait de la complexité, parce qu'on aurait encore d'autres définitions à harmoniser. Sûr. On l'a dit hein, tout à l'heure, le domaine immobilier est encore en phase d'adolescence sur tout ce qui est gestion de la donnée. Et je pense que les entreprises aujourd'hui s'attachent déjà à bien gérer leurs propres données. Donc avant d'aller chercher de la donnée à l'extérieur, c'est déjà bien gérer ce qu'elles ont chez eux, hein, chez elles. Et notamment à l'homogénéiser entre les différents services, on en a parlé. Je dirais qu'ils commencent à prendre conscience que la donnée qu'ils ont, au-delà de la donnée purement locative, etc., mais sur les bâtiments, sur les consommations, sur les aspects environnementaux qu'ils sont obligés de suivre, sur les locataires, la vie des locataires, etc., tout ce qui est facility management, par exemple, ils commencent à prendre conscience que ça, c'est un vrai asset dans leur entreprise. Donc que ça peut avoir de la valeur. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où ils ne savent pas trop encore qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais ils se disent, là, il y a quelque chose,
on ne sait pas comment demain on va monétiser toute cette information-là et comment on va la revendre, on va la valoriser avec dans la valorisation dans des modèles ou la revendre aux utilisateurs, locataires ou autres. Et il y a l'aspect juridique qui est de dire, bon, vaut mieux que je préempte toute cette information, je suppose qu'elle m'appartient, donc je la prends tout de suite et je vais la prendre chez moi, et je verrai demain peut-être comment je vais pouvoir l'utiliser au mieux. Et moi j'ai l'impression qu'on est dans ces réflexions-là aujourd'hui. Bon, une dernière question. Nous avons consommé le temps qui nous était imparti. Bon, en tout cas, un grand merci, messieurs, pour vos propos vraiment très intéressants. Et puis, puisqu'on est dans l'inéluctable, eh bien voilà, wait and see, les choses vont bouger. Merci.